maintenant aborder la question des difficultés et des inconvénients de notre thérapeutique pour le cas où les histoires de malades qui précèdent et les remarques sur la technique du procédé n'auraient pas éclairé tout le monde. Je compte énumérer et esquisser plutôt que développer. Le procédé en question est fatigant pour le médecin, lui prend un temps considérable et présuppose chez lui un grand intérêt pour l'effet psychologique et beaucoup de sympathie personnelle pour les malades qu'il traite. Je ne saurais m'imaginer étudiant dans le détail le mécanisme psychique d'une hystérie chez un sujet qui me semblerait méprisable et répugnant et qui, une fois mieux connu, s'avérerait incapable d'inspirer quelque sympathie humaine. Je pourrais au contraire soigner n'importe quel diabétique, n'importe quel rhumatisant, sans me soucier de sa personnalité. Quant aux malades, ce qu'on leur demande, ce n'est pas peu non plus. Le procédé exige des sujets d'un certain degré d'intelligence au-dessous duquel il reste tout à fait inutilisable. Toute dose de débilité mentale en rend l'emploi extrêmement difficile. L'adhésion totale des patients, leur entière attention mais surtout leur confiance sont indispensables, puisque l'analyse nous entraîne toujours vers les faits les plus secrets, les plus intimes. Bien des malades, parmi ceux auxquels le traitement se prêterait le mieux, échappent aux médecins dès qu'ils ont le moindre soupçon de la voie où il va les entraîner cette investigation. Pour cela, le médecin est demeuré un étranger. D'autres se décident à se livrer au médecin, à lui témoigner une confiance que l'on accorde généralement que par choix libre et sans qu'elle soit jamais exigible. Pour ces patients-là, il est presque inévitable que les rapports personnels avec leur médecin prennent tout au moins, pendant un certain temps, une importance capitale. Il semble même que cette influence exercée par le médecin soit la condition même de la solution du problème. Je ne pense pas que cet état de choses puisse se trouver essentiellement modifié, suivant qu'on emploie l'hypnose, qu'on la néglige ou qu'on la remplace par un autre procédé. Toutefois, l'équité nous oblige à mettre en évidence le fait que les inconvénients inhérents à notre procédé ne peuvent être mis à charge à ce dernier. Il est facile de constater qu'il constitue plutôt une condition préalable des névroses, appelée à guérir et qu'il découle de l'influence du médecin chaque fois qu'il y a contact étroit avec un malade et réalisation chez celui-ci de modifications psychiques. Bien que j'ai très souvent et dans un grand nombre de cas et sur une vaste échelle utilisé l'hypnotisme, je ne puis lui attribuer ni dommages ni conséquences dangereuses. Dans les cas où j'ai pu nuire, ce fut pour des motifs différents et plus profonds. Si je considère les efforts thérapeutiques accomplis ces dernières années, depuis que les communications de mon vénéré maître et ami Joseph Breuer ont mis en main la méthode cathartique, je crois m'être rendu bien souvent utile que nuisible et avoir réussi là où tout autre moyen thérapeutique eût échoué. Un important gain thérapeutique fut de cette façon acquis, comme le dit la communication préliminaire. Soulignons un autre avantage encore de ce procédé. Quand j'ai affaire à un cas grave de névrose compliquée, plus ou moins associée à l'hystérie, je ne saurais mieux m'orienter qu'en le soumettant à une analyse pratiquée suivant la méthode Breuer. Je fais ainsi d'abord disparaître ce que révèle le mécanisme hystérique. J'ai appris entre-temps dans cette analyse à ramener le reste des manifestations à leur étiologie et à les interpréter. C'est de cette façon que j'ai obtenu un point d'appui me permettant de choisir le traitement approprié au cas parmi toutes les thérapeutiques appliquées aux névroses. En considérant combien diffère habituellement le jugement que je porte sur un cas donné, avant et après une semblable analyse, je suis presque tenté de considérer celle-ci comme indispensable à la connaissance d'un trouble névrotique. Je me suis en outre habitué à combiner l'emploi de la psychothérapie cathartique avec l'alitement et suivant les besoins avec une cure de suralimentation, suivant la méthode de V.R. Mitchell. L'avantage que j'en tire est d'une part d'éviter l'immixtion défavorable au traitement de nouvelles impressions psychologiques, d'autre part de supprimer l'ennui que cause la cure de suralimentation de V.R. Mitchell, pendant laquelle il n'est pas rare que les malades tombent dans des rêveries nuisibles. On devrait s'attendre à ce que le travail psychique, souvent fort considérable, que l'on impose aux malades pendant le traitement cathartique, ainsi que les émotions nées d'une réviviscence d'événements traumatisants, contrarient la cure de repos préconisée par V.R. Mitchell, et en compromettant le succès habituel. Toutefois, c'est le contraire qui se produit quand on combine le traitement de Breuer avec celui de V.R. Mitchell, et l'on obtient tous les progrès physiques que cette cure fait espérer.
En même temps, une action favorable s'exerce sur le plan psychique, action que seule l'adjonction d'une psychothérapie à la cure de repos permet d'obtenir. À mes précédentes observations, j'ajouterai qu'en essayant d'utiliser sur une plus vaste échelle la méthode Breuer, je me suis heurté à la difficulté suivante. Un certain nombre de malades ne pouvaient être hypnotisés bien que le diagnostic décelât chez eux des troubles hystériques et que tout permit de supposer l'existence du mécanisme psychique que nous avons déjà décrit. J'avais besoin de l'hypnose pour élargir le champ de la mémoire et pour découvrir les souvenirs pathogènes, non présents dans la conscience ordinaire. Je me vis alors contraint soit de renoncer à soigner ces malades, soit de découvrir une autre façon d'obtenir ce renforcement de la mémoire. Comme tout le monde, j'ignorais pour quelle raison tel individu était hypnotisable et tel autre non. Il ne m'était donc pas possible de m'engager dans la voie de la causation pour supprimer l'obstacle. Je remarquais seulement que chez certains patients, la difficulté paraissait encore accrue du fait qu'ils s'opposaient même à ce qu'on essaya de les hypnotiser. Je me dis alors un beau jour que les deux cas pourraient bien être identiques et signifier l'un comme l'autre un refus. Un sujet qui se méfie de l'hypnose, qu'il exprime ou non ce refus, ne peut être hypnotisé. J'ignore si je dois persévérer dans cette façon de voir. Quoi qu'il en soit, je réussis à me passer de l'hypnose et à retrouver sans son concours les souvenirs pathogènes. Voici comment j'y parvins. Quant à la première entrevue, je demandai à mes malades s'ils se souvenaient de ce qui avait d'abord provoqué le symptôme considéré. Les uns prétendaient n'en rien savoir, les autres me rapportaient un fait dont le souvenir, disaient-ils, était vague et auquel ils ne pouvaient rien ajouter. Suivant l'exemple de Bernheim, quand pendant une séance d'hypnotisme il évoquait les souvenirs soi-disant oubliés, j'insistais auprès des malades des deux catégories pour qu'ils fassent appel à leurs souvenirs et leur affirmais qu'ils les connaissaient, qu'ils s'en souviendraient. Les uns déclaraient avoir eu une idée, et chez d'autres le souvenir se précisait un peu. Je devenais alors plus pressant encore et j'invitais les malades à s'allonger, à fermer volontairement les yeux et à se concentrer, ce qui présentait au moins une certaine ressemblance avec l'hypnose. Je constatais ainsi que sans la moindre hypnose, de nouveaux souvenirs s'étendant plus loin dans le passé et qui avaient probablement quelque connexion avec le sujet dont nous parlions, faisaient leur apparition. Ces expériences me donnèrent l'impression qu'il devait effectivement être possible de faire apparaître, simplement en insistant, la série de représentations pathogènes existantes. Comme cette insistance me coûtait beaucoup d'efforts, je ne tardai pas à penser qu'il y avait là une résistance à vaincre, fait dont je tirai la conclusion suivante. Par mon travail psychique, je devais vaincre chez le malade une force psychique qui s'opposait à la prise de conscience, au retour du souvenir, des représentations pathogènes. Des perspectives nouvelles semblaient ainsi s'offrir à moi. Sans doute s'agissait-il justement de la force psychique qui avait elle-même concouru à la formation du symptôme hystérique en entravant à ce moment-là la prise de conscience de la représentation pathogène. À quelle force convenait-il d'attribuer cette action ? Pour quel motif avait-elle exercé cette dernière ? Je n'eus pas de peine à me faire une opinion sur ce point. Je pouvais déjà disposer de quelques analyses achevées qui m'avaient fait connaître des exemples de représentations pathogènes, oubliées et maintenues hors de la conscience. Je constatais que ces représentations possédaient un caractère commun. Elles étaient toutes pénibles, propres à figurer des affects de honte, de remords, de souffrance morale. Elles évoquaient un préjudice moral. Tous ces sentiments appartenaient à la catégorie de ceux qu'on voudrait bien n'avoir jamais éprouvés et qu'on préfère oublier. Tout cela suggérait naturellement l'idée d'une réaction de défense. Les psychologues admettent généralement que l'acceptation d'une nouvelle représentation, le mot acceptation étant pris dans le sens de créance, de reconnaissance d'une réalité, dépend du genre et de la tendance des représentations déjà réunies dans le moi. Ils ont créé pour désigner l'action de la censure qui s'applique à ces nouvelles idées des dénominations techniques particulières. Une représentation accède au moi, s'y avère intolérable et suscite en lui une force de répulsion. Celle-ci constitue une défense contre l'idée réprouvée, défense qui atteint son but, la représentation en question étant rejetée hors du conscient et hors du souvenir et ne laissant en apparence du moins nulle trace. Mais cette trace devait subsister. En m'efforçant de diriger vers elle l'attention du patient, je sentais cette force de répulsion, celle même qui s'était manifestée par un rejet lors de la genèse du symptôme, agir sous la forme d'une résistance,
Lorsque je réussissais à faire admettre comme vraisemblable le fait que la pathogénéité de la représentation était justement due au rejet et au refoulement, la chaîne paraissait se refermer. Dans plusieurs analyses critiques et dans un petit travail sur les névroses de défense, 1894, j'ai essayé d'indiquer les hypothèses psychologiques à l'aide desquelles il deviendrait possible d'expliquer aussi cette réaction, le fait de la conversion. C'était donc une force psychique, une aversion du moi qui avait primitivement provoqué le rejet de l'idée pathogène, hors des associations, et qui s'opposait au retour de celle-ci dans le souvenir. L'ignorance des hystériques était ainsi un refus plus ou moins conscient, et la tâche du thérapeute consistait à vaincre par un travail psychique cette résistance aux associations. C'est ce qu'obtient le praticien, d'abord par insistance, en utilisant une contrainte psychique dans le but d'attirer l'attention du malade sur les traces des représentations cherchées. Mais sa tâche n'en est pas pour cela achevée. Il doit, comme je le montrerai, adopter d'autres mesures encore et faire appel à d'autres forces psychiques. N'abandonnons pas encore la question de l'insistance en se contentant simplement d'affirmer aux malades qu'ils savent, qu'ils doivent parler, qu'ils vont tout de suite se souvenir. On n'avance guère. Après quelques phrases, le fil des associations se rompt chez les patients en état de concentration. Mais n'oublions pas qu'il s'agit partout d'un parallèle d'ordre quantitatif, d'une lutte entre des motivations plus ou moins puissantes ou intenses. Dans les cas graves d'hystérie, les exhortations d'un médecin étranger, non au courant des faits, ne peut égaler la résistance aux associations. Il faut recourir à des procédés plus efficaces. Je fais en pareil cas usage d'un petit artifice technique. J'informe mon malade que je vais, dans l'instant qui suivra, exercer une pression sur son front et lui assure que pendant tout le temps que durera cette pression, un souvenir surgira en lui, sous la forme d'une image ou bien qu'une idée se présentera à son esprit. Je lui enjoins de me faire part de cette image ou de cette idée, quelle qu'elle puisse être. Il ne doit pas les taire, même s'il pense qu'elles n'ont aucun rapport avec ce qu'on recherche, qu'il ne s'agit pas de cela, ou encore s'il les trouve désagréables à révéler. Aucune critique, aucune réserve ne sont admises même pour des raisons d'affect ou de mésestimation. C'est de cette façon seulement que nous parviendrons immanquablement à trouver ce que nous recherchons. Puis j'exerçai pendant quelques secondes une pression sur le front du malade allongé devant moi et lui demandai ensuite d'un ton assuré, comme si la déception était impossible: qu'avez-vous vu ou à quoi avez-vous pensé? Ce procédé, tout en me permettant d'arriver au but visé, m'a appris bien des choses. Je ne saurais plus m'en passer aujourd'hui. Je n'ignore naturellement pas que je pourrais remplacer par quelque autre manœuvre ou quelque autre action corporelle ma pression sur le front. Mais mon malade étant allongé devant moi, je trouve qu'exercer cette pression sur son front ou prendre sa tête entre mes deux mains me fournit le moyen le plus commode et le plus évocateur dont je puisse disposer. Pour expliquer l'efficacité de cet artifice, je pourrais par exemple dire qu'il correspond à une hypnose temporairement renforcée, mais le mécanisme de l'hypnose semble si énigmatique que je ne voudrais pas m'appuyer sur lui pour fournir quelque explication. Je crois plutôt que l'avantage du procédé tient au fait que grâce à lui, j'arrive à détourner l'attention du malade de sa recherche et de ses réflexions conscientes, bref, de toutes les choses qui pourraient traduire sa volonté. Tout cela rappelle ce qui se passe lorsqu'on fixe un globe de cristal. Mais chaque fois je découvre ce que je cherche par une pression de la main, d'où la conclusion suivante: la représentation pathogène soi-disant oubliée est là, toute proche, on y accède par des associations facilement accessibles. Il ne s'agit ainsi que de supprimer un certain obstacle qui semble ici encore être la volonté du patient. Les différents sujets apprennent plus ou moins facilement à renoncer à leur volonté et à se comporter en observateurs parfaitement objectifs à l'égard de leur processus psychique. Ce n'est pas toujours un souvenir oublié qui surgit sous la pression de la main. Dans certains cas extrêmement rares, les souvenirs authentiquement pathogènes se trouvent tout près de la surface. Mais bien plus souvent, la pensée qui ressurgit représente dans la chaîne des associations un chaînon intermédiaire entre la représentation primitive et l'idée pathogène à découvrir, ou encore on voit apparaître une représentation qui constitue le point de départ d'une nouvelle série de pensées et de souvenirs, série au bout de laquelle se découvre l'élément pathogène. Il est vrai qu'en ce cas, la pression ne dévoile pas cette dernière idée, qui d'ailleurs, arrachée sans préliminaire à son contexte, demeurerait incompréhensible, mais montre néanmoins la voie à suivre, indique la direction dans laquelle les recherches doivent être poursuivies.
La première représentation suscitée par la pression peut correspondre à un souvenir bien connu, n'ayant jamais été refoulé. Quand sur la voie de la représentation pathogène, la chaîne des associations se rompt à nouveau. Il suffit de répéter le procédé pour créer une nouvelle orientation et de nouveaux liens associatifs.